Bien, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre ces journées nationales du réseau handicap. Bienvenue à Rennes. Et donc c'est en ma qualité de vice-président culture vie étudiante de l'Université de Rennes 1, une mission que m'a confiée le président de l'université, que revient le plaisir de vous donner hors protocole ces quelques mots d'accueil. C'est évidemment au nom de toute l'organisation un grand plaisir de voir que cet amphi est plein. Ça témoigne que vous partagez avec nous l'attachement à ces journées qui participent énormément aux discussions professionnelles du réseau de services qui sont en soutien des étudiants en situation de handicap et dans l'enseignement supérieur. Et je partage moi aussi avec vous l'envie que ces 2 jours soient riches en discussions, en débats. C'est vrai qu'on est ravis que vous soyez nombreux parce que je pense que vous êtes chanceux avant tout, comme nous, d'avoir échappé de justesse aux grèves annoncées. Vous êtes aussi valeureux d'avoir pu vous frayer un chemin dans les travaux de la gare de Rennes, les travaux de la ligne de métro. Peut-être que d'ici 3 ans, cette ligne de métro pourra vous emmener directement de la gare sur ce beau campus de Beaulieu. Si on imagine que, pourquoi pas, on les réorganise à nouveau sur Rennes. Peut-être dans le cadre d'ailleurs de la future université de Rennes que nous sommes en train de co-construire avec nos partenaires du site, l'Université de Rennes 2, les écoles également présentes sur le site. Et je sais que parmi vous, je le vois, elles sont également représentées ici. Et c'est vrai que la vie étudiante, dont l'accompagnement du handicap est un pilier, eh bien c'est un élément fédérateur de cette politique de site. Donc voilà, vous êtes chanceux et valeureux. Et donc nous aussi, c'est au nom de toute l'équipe du pôle handicap, du service d'aide à la vie étudiante de Rennes 1 que vous êtes arrivés. Maintenant, on s'occupe de tout et on va faire en sorte que ces journées soient riches de discussions et d'échanges professionnels. Voilà. Donc il est temps d'ouvrir officiellement ces journées nationales. Et donc pour cela, je vais inviter Monsieur David Alice, le président de l'Université de Rennes 1, à vous donner un mot d'accueil. Merci. Bien, Monsieur Christophe Castel, sous-directeur à la vie étudiante à la DGCIP du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vera Brion, adjointe au maire de Rennes, en charge des personnes âgées, du handicap, vice-président du conseil départemental 35, en charge de la protection de l'enfance et membre de la commission égalité des chances. Monsieur Cardellini, vous êtes le président sortant de l'Association des professionnels de l'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur, APACH. Et puis surtout, écoutez, chers collègues, chers amis, moi en tant que président, c'est pour moi aussi un plaisir, un honneur d'accueillir ces journées nationales et de vous accueillir tous à Rennes. Voilà. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Voilà. Alors pour moi en tant que président, c'est un moment d'ouverture, mais c'est aussi un moment, d'engagement personnel, puisque y compris d'ailleurs à titre personnel, j'ai vu l'importance dans un cadre familial de votre action, de votre engagement. Et je crois que le rôle de l'université, nous parlons de société inclusive, eh bien l'université est inclusive grâce à vous. Et vous jouez vraiment un rôle pilote. Et ces 2 jours vont être extrêmement importants pour vous, pour nous tous, pour nos étudiants, pour toutes nos communautés. Donc voilà, je voulais saluer cet engagement et c'est aussi pour vous remercier que je suis là ce matin. Et alors je voudrais saluer l'engagement de notre université. Je regarde Rosane Guéné ici présente, puisque le chemin parcouru par l'Université de Rennes 1, déjà il est long, puisque en fait c'est 1993, donc ça fait déjà quasi un quart de siècle, la première cellule universitaire d'accueil des étudiants handicapés jusqu'à la structure du pôle handicap. Et c'est aujourd'hui un service commun pour resserrer les liens entre formation et aménagement du handicap, ce que vous faites aussi dans vos établissements. Et notre philosophie, notre action, c'est mettre cet accompagnement au cœur de la vie étudiante dans toutes ses dimensions. Le sport, la vie associative, l'action culturelle, les initiatives étudiantes. Et nous avons aussi préparé notre schéma directeur pluriannuel d'accompagnement du handicap dans notre établissement,
Alors les chiffres, je pense que nous les partagerons, nous en discussion avec le sous-directeur. C'est vrai que nous-mêmes, nous étions à 157 étudiants accompagnés en 2010. Aujourd'hui, c'est près de 500. Et une augmentation de 10% par an, avec des problématiques d'ailleurs de plus en plus complexes, lourdes. Et cette augmentation, elle est plus forte que l'augmentation de la population étudiante classique. Et nous observons cette diversité de plus en plus grande dans les situations individuelles que vous constatez. Et c'est-à-dire cet engagement d'université, c'est un signe positif, alors qui témoigne d'un progrès à la fois dans la qualité de l'accompagnement du handicap dans le secondaire. C'est la suite logique. Ça rejoint d'ailleurs toute cette dynamique lycée-université. Mais c'est aussi la cohérence des actions académiques et universitaires, notre action commune qui vise à favoriser l'entrée des étudiants en situation de handicap dans les études supérieures. Alors je voudrais parler juste des actions et puis de l'aspect mobilisation collective. Nos actions et les valeurs, elles sont communes. Former et sensibiliser les personnels, l'ensemble des personnels, mais notamment les enseignants, les responsables de diplôme, l'ensemble de la communauté. Et puis rendre autonomes les étudiants en situation de handicap, dans leur apprentissage, avec une stratégie aussi, on va le voir, de compensation, mais après d'intégration. Et pour ça, la particularité à Rennes depuis des années, en fait, mais que nous allons retrouver aussi auprès de vos établissements, sont des équipes plurielles. Et ça rejoint la dynamique aussi de mobilisation collective, puisqu'il faut réunir des acteurs pédagogiques, de santé, de personnel chargés d'accompagnement autour d'une même table pour échanger sur l'impact sur les situations particulièrement complexes. Je me souviens d'ailleurs, à l'époque vice-président, d'avoir animé une réunion où il y avait une faculté qui était particulièrement en tension et en même temps il fallait convaincre de s'engager dans cet accompagnement et avec l'ensemble des personnels. Et à l'issue de la réunion, je me souviens de comment est-ce que les personnes avaient évolué, avaient compris le sens. Et je voudrais saluer en fait aussi un cycle de conférences que nous faisons sur études et handicap dans le cadre de la formation continue, puisque l'objectif c'est vraiment de sensibiliser et de former. Et là c'est pour tous, personnel et étudiants. Et cette année, nous y reviendrons. Nous avons choisi aussi le handicap psychique, en plus des troubles 10, audition, vision. Voilà. Et c'est ce dernier thème qui se révèle très important. Nous en parlions au niveau du service d'aide à la vie étudiante. Nous en avons parlé aussi au service de santé, au centre de santé. Et nous accueillons une proportion grandissante de personnes qui en souffrent et pour lesquelles proposer les solutions les mieux adaptées pose de nouvelles questions, amène de nouveaux défis, mobilise tous les acteurs. Voilà. Donc c'est cette dimension aussi collective que je porte ici. Et comme l'a dit Ronan Lefort, le vice-président, c'est une démarche collective et je salue l'ensemble de nos partenaires de site. Nous parlions de l'histoire avec le sous-directeur, l'histoire des universités. Je salue les collègues de Rennes 2, des grandes écoles, INSA, Sciences Po, Chimie, École normale supérieure, Écoles et hautes études de santé publique. Nous avons aussi cette particularité de compter aussi le HESP sur notre site rennais, ainsi que l'ensemble des grandes écoles, puisque nous travaillons actuellement sur un projet de site et nous avons fait de la vie étudiante et dans ce thème de l'accompagnement du handicap un des thèmes majeurs. Et nous partageons les mêmes valeurs fortes de promotion de l'égalité, de lutte contre les discriminations grâce à ces actions communes. Et c'est en échange avec ces partenaires que le thème et le programme qui vous a été communiqué, il met en avant justement cette question des troubles psychiques, de leur impact dans les études supérieures, du lien avec l'orientation, l'insertion, et puis la problématique du doctorat, en sachant que nous attendons aussi de vous, de nos débats, de vos débats, des discussions qui apportent collectivement de nouvelles propositions d'action, des échanges, des bonnes pratiques. Et justement, l'université est un lieu d'échange et de débat pour progresser sur ces questions. Et la philosophie, c'est vraiment de mettre ces situations de handicap avec les mêmes chances que les autres étudiants, de poursuivre et mener à bien le parcours de formation. En fait, c'est changer effectivement la vision, passer d'une vision sur les difficultés à une vision qui met en valeur les compétences et pour qui l'adversité est une source de motivation, de résilience supplémentaire pour réussir. Et l'université bienveillante, une communauté sensibilisée, responsabilisée,
acteurs mobilisés. Et la philosophie, c'est passer cette stratégie de compensation à une stratégie d'intégration, d'inclusion naturelle du handicap, une difficulté parmi d'autres au sein de nos formations universités. Et c'est vraiment ce défi de progresser vers une politique favorisant l'insertion professionnelle de qualité, en plus de la poursuite d'études réussies. C'est notre conviction et notre engagement profond. Et alors pour ça, je parlais de cette logique de mobilisation. Nous l'avons fait aussi avec des entreprises partenaires. Vous le savez, je crois qu'il faut à la fois avoir des systèmes d'incitation et d'obligation. Et nous avons pu, grâce au système d'incitation, mobiliser un certain nombre d'entreprises partenaires. Et là, je pense aussi à l'ensemble des acteurs qui nous aident, toutes les associations présentes, les collectivités. Et nous avons aussi créé une fondation avec le soutien des entreprises et des collectivités pour mieux accompagner vers l'emploi nos étudiants en situation de handicap. Et nous avons aussi proposé, nous en discutions sur l'historique, ça venait aussi des élus étudiants, associations étudiants, des groupes d'étudiants de cursus divers qui souhaitent valider une formation de handi manager qu'ils souhaitent valoriser dans leur futur emploi. Voilà. Ce type de pratique qui réunit entreprises, étudiants, collectivités avec des projets un peu innovants comme celui-là me paraît très important. Et nous avons aussi conventionné avec 7 entreprises au service de l'insertion professionnelle pour mettre en place des actions qui impliquent formateurs universitaires, cadres du privé, dégager de nouvelles ressources, proposer des outils adaptés. Si on peut échanger justement sur ces pratiques pour mobiliser au mieux les associations étudiantes, les collectivités, les entreprises et avoir des actions spécifiques, voilà, en tout cas, nous sommes engagés et je crois que ces journées seront l'occasion justement de pouvoir mettre en valeur les bonnes pratiques. Et en conclusion, je voudrais dire toute la fierté que j'ai d'organiser cette année les Journées nationales à Rennes. Ces journées sont un moment important pour les services universitaires dédiés à l'accompagnement du handicap. Je crois que c'est l'occasion de braquer le phare sur vous, sur votre action quotidienne et qui permet d'œuvrer à la professionnalisation des personnels qui accompagnent tous ces personnels, tous ces étudiants, qui permet de confronter les actions locales, les connaissances du terrain, d'autres pratiques. Et je me réjouis de la vision aussi et de l'engagement de l'État, justement, sur ces pratiques pour nous accompagner au mieux. Et je salue donc l'action de tout le réseau Apache et je souhaite que ces journées soient riches en discussions, débats, informations, un moment convivial propice au lien entre tous les acteurs. Et je tiens encore aussi enfin à remercier l'ensemble des organisateurs, Ronan, Rosen, toute l'équipe du SAV. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président, pour avoir souligné en particulier la richesse que le milieu universitaire fournit aussi comme acteur, c'est-à-dire qu'évidemment les services sont les éléments de professionnalisation, mais les acteurs sont nombreux. Les étudiants en premier lieu, que l'initiative étudiante, c'est un vecteur parfois qu'on néglige et qui peut être un élément très très important de cet enjeu d'intégration dans nos établissements. Et lors de la préparation de ces JNRH, on a été amené à discuter aussi un peu à l'extérieur de l'établissement, parce que les acteurs ne sont pas uniquement en interne. Et je pense que beaucoup d'entre vous ressentent comme nous aussi le besoin de faire connaître l'action universitaire. On a été amené à rencontrer la ville et avoir des discussions assez riches et d'entendre une expression d'intérêt clair sur l'expertise qui est amenée par le réseau des professionnels d'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur. Et pour ça, on est ravis d'accueillir Madame Briand, donc, adjointe à la maire de Rennes, également vice-présidente du conseil départemental. Donc, Madame Briand, je vous invite à nous faire part de votre point de vue en venant à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, tout d'abord, excusez-moi pour ce petit retard, un problème de mobilité, mais moi j'étais tout simplement coincée dans mon garage, la porte ne s'ouvrait pas. Donc c'était un peu embêtant. En tous les cas, je suis arrivée, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Nathalie Appéré, la maire de Rennes, étant retenue par d'autres engagements,
Je suis fière de pouvoir la représenter auprès de vous et de vous accueillir ici à Rennes pour ces journées nationales qui rassemblent des professionnels venus de l'ensemble de la France et qui accompagnent les étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, ces journées s'inscrivent dans un calendrier de rencontres et d'événements qui a débuté la semaine dernière par les rencontres des animateurs des villes inclusives. Alors, on a commencé un peu sur le même format, mais c'était les animateurs des villes inclusives qui se sont retrouvés à la ville de Rennes, accompagnés du CEREMA, que vous connaissez certainement. Et lundi dernier, nous avons débuté aussi un cycle d'une quinzaine de jours de sensibilisation autour du handicap et en particulier de l'autisme. Donc ces journées s'inscrivent vraiment dans quelque chose qui a du sens, je trouve, sur la ville de Rennes. Ce soir, c'est un débat autour de l'éducation, encore une fois, qui nous amènera à échanger, à réfléchir ensemble. Donc l'éducation et le monde professionnel, vous l'avez bien rappelé, Monsieur le Président, ce lien entre éducation et monde professionnel, ce sont des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Alors, je vais revenir un peu plus sur l'action de la ville de Rennes, sans énumérer dans le détail très, très pointilleux. Mais à la ville de Rennes, nous sommes engagés depuis bien longtemps, depuis 2004, dans les actions et dans l'engagement en faveur du handicap. Et nous avons fait le choix d'exercer cette mission, cette délégation handicap, dans le cadre d'une mission qui s'appelle Handicap Citoyenneté. Et nous sommes vraiment très attachés à cette dénomination citoyenneté avec la notion de handicap, car c'est à travers cette mission que nous souhaitons promouvoir une vision globale de l'accessibilité dans la ville. Alors souvent, quand on parle d'accessibilité dans la ville, on pense vraiment au dur, et je crois que vous avez parlé du dur, de tous ces travaux qu'il y a en ce moment à Rennes, mais qui se font avec cette dimension accessibilité toujours présente et qui se font en lien. Tous ces travaux sont, à chaque fois, il y a des points d'étape avec le collectif Handicap 35, à chaque fois pour se repositionner par rapport au cheminement, mais par rapport au revêtement, etc. Mais c'est bien sûr le dur dans la ville, cette accessibilité physique, mais c'est aussi ce qui est important, c'est l'accessibilité aux services, l'accessibilité au logement, l'accessibilité aux loisirs, l'accessibilité à l'école, l'accessibilité à l'emploi, à la culture. Donc de voir cette accessibilité de façon globale et de façon transversale pour que ça devienne un réflexe, que ce soit une habitude de pensée de l'ensemble des politiques sectorielles de la ville, pour que cette accessibilité devienne, ça soit une notion inclusive, enfin on parle d'inclusion et de normalité dans les réflexes, ce qui n'est pas acquis d'avance, parce qu'il faut toujours revenir, puisque les personnels changent dans les services, donc il y a toujours un travail à refaire, mais nous avançons, je trouve, de façon très bien. Et le souci d'une collectivité, d'une ville, d'une municipalité, c'est que ce n'est pas son champ de compétences à proprement parler, c'est une compétence volontariste, et donc il y a des compétences particulières, et notamment le handicap dépend du conseil départemental quand on est dans de l'éducation, dans le monde scolaire, donc vous savez bien que c'est l'éducation ou encore l'ARS au niveau de la santé. Mais nous, toute notre réflexion, et vous y avez fait une allusion quand vous avez parlé aussi de la notion de santé, toute notre réflexion sur le champ du handicap, nous la faisons aussi dans le cadre du plan local de santé de la ville de Rennes. Donc il y a toujours cette articulation et on voit bien ces différentes facettes. Mais avant de parler handicap et insertion professionnelle, je pense qu'il est important de parler de l'amont. Et vous le savez certainement, les communes sont gestionnaires des crèches municipales et du bâti des écoles maternelles et primaires. Donc elles sont en charge de l'ensemble des agents qui interviennent autour des temps scolaires et des restaurants scolaires. Et c'est le cas à Rennes.
Elle propose ainsi des offres de loisirs périscolaires également. Donc, pour ce qui nous concerne, ce sont 2000 enfants qui sont accueillis tous les mercredis et à peu près 800 enfants pendant les vacances scolaires. Donc, c'est vous dire l'impact sur la vie des enfants et le soutien que nous devons apporter donc, à ces enfants en situation de handicap qui sont également inclus dans ces accueils. Donc, la mise en œuvre de la loi de 2015 est venue conforter cet accueil. Et cela s'est traduit, et vous l'avez dit aussi, ça s'est vu au niveau de l'université, ça s'est traduit par une augmentation du nombre d'élèves scolarisés en milieu ordinaire. Et j'oserais dire tant mieux. Tant mieux. Donc, mais nous avons dû nous adapter. Et c'est ainsi que le midi, dans les écoles élémentaires publiques et les centres de loisirs de la ville de Rennes, nous mettons en place des animateurs spécifiques. C'est l'équivalent des AVS sur les temps scolaires, mais ce sont des animateurs spécifiques de la ville de Rennes qui sont ainsi employés pour accompagner ces enfants à besoins particuliers. Donc, moi, je n'aime pas parler de chiffres parce que je pense que quand on est sur de l'humain, traduire en chiffres, moi, ça ne me convient pas bien. Mais c'est une réalité, c'est un budget qui est conséquent et c'est une politique volontariste conséquente et qui n'est pas pour nous une variable d'ajustement. Donc, je pense que cette volonté, elle est fortement marquée à la ville de Rennes. Dans les crèches de la ville, l'inclusion des enfants en situation de handicap ou porteurs de maladies chroniques est également une priorité. Et je me permets de prendre ma casquette conseil départemental, même si je ne suis pas en charge du handicap. Mais au niveau du département, nous attribuons aussi des subventions particulières pour les crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap. Et nous suggérons fortement aux ouvertures, quand des crèches s'ouvrent, d'accueillir ces enfants. Donc vous voyez, c'est une volonté importante. Mais en plus de cet accompagnement, c'est l'accompagnement des parents et pour les accompagner et les guider dans les différentes possibilités d'accompagnement. Mais nous sommes aussi très attentifs, tout comme l'université, à l'accompagnement des professionnels de notre collectivité. Et là aussi, nous mettons en place des cycles de formation ou d'analyse de pratique. Et ça, nous y revenons constamment. Nous souhaitons ainsi, par notre action politique, nos compétences, et je pense qu'on peut parler d'histoire parce que c'est vraiment fortement inscrit dans notre ADN, apporter une contribution à l'inclusion des enfants en situation de handicap aux côtés des parents, des institutions et des associations rennaises œuvrant dans ce domaine. Et je pense que là, nous nous retrouvons complètement dans le cadre de ce que nous pouvons construire en partenariat. Donc là, vous voyez bien le champ volontariste de notre action. Mais en parallèle, la ville de Rennes s'engage aussi en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de nos services, au sein des services de la métropole et au sein des services du CCS, le Centre communal d'action sociale. En 2018, nous étions la 3e collectivité de France à conclure une convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce travail est toujours renouvelé, remis en débat pour aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons dépassé le taux d'emploi qui nous est imposé par la loi et nous entendons bien poursuivre ces efforts en favorisant l'insertion professionnelle, que ce soit dans l'emploi permanent, mais aussi dans l'accueil d'apprentis ou dans l'accueil de stagiaires, en développant une politique globale de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire dans l'aménagement des postes, dans l'accompagnement, dans l'aménagement du temps de travail également, mais aussi en formant et en sensibilisant les collègues qui sont amenés dans les services à travailler aux côtés des personnes qui peuvent être en situation de handicap. Et bien sûr, nous sommes fortement présents chaque année dans le cadre de l'organisation de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui se tient à la Halle Marteneau à Rennes, où là, il y a ce lien qui peut se faire avec les employeurs
potentiel, puisque les grandes entreprises sont là aussi à ce moment-là et se mobilisent. Donc nous sommes aux côtés des organisateurs pour faciliter la tenue de cet événement, mais aussi pour montrer ce que nous pouvons faire au niveau de la ville. Mais je crois que nous sommes bien tous d'accord pour dire que cet accès à l'emploi ne peut être possible, et vous l'avez dit, que si l'accès à la scolarité est rendu possible sur l'ensemble de la chaîne et des échelles des cycles de formation. Donc chacun à son niveau doit y contribuer, l'éducation nationale, l'université, pour que ça aboutisse. Et là, je salue particulièrement les initiatives en ce sens que vous prenez, et ce temps fort aujourd'hui à Rennes est vraiment très significatif. Mais comme vous le disiez, ces actions doivent être complétées par des démarches de sensibilisation, d'échange et de réflexion collective dans le monde associatif et en dehors, pour que ce soit visible pour l'ensemble des citoyens, car seule une meilleure connaissance des différentes formes de handicap, des difficultés des personnes, mais aussi des difficultés de leur famille, est un préalable indispensable à la reconnaissance et à l'exercice de la citoyenneté de toutes ces personnes. Et là, nous avons un devoir, tous à notre niveau, que nous soyons politiques ou société civile, associatifs ou institutions, à mieux faire comprendre les besoins des personnes pour que cette société inclusive devienne une réalité. Donc moi, je vous remercie. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises pour l'organisation de ces journées. Je vous remercie d'avoir choisi Rennes dans ce cycle de journées nationales, et je vous souhaite des travaux riches et fructueux, et je pense que nous aurons l'occasion d'en échanger à d'autres moments et de faire des allers-retours et voir comment nous pouvons ensemble, à certains moments encore, aller plus loin dans ce travail commun. Donc, bonne journée de colloque à vous. Merci. Merci Madame Briand pour cette perspective, ce point de vue de la collectivité locale qui nous permet, nous, de remettre dans un cadre plus large l'action universitaire. Je voudrais souligner d'autres liens qu'on a avec la ville, en particulier la direction jeunesse, sur l'engagement étudiant, comme je le soulignais tout à l'heure. Le président soulignait par exemple l'exemple de la formation Handy Manager, qui est vraiment un engagement de nos étudiants. C'est une initiative de leur part. On travaille avec la direction jeunesse de la ville pour favoriser aussi l'emploi étudiant et la valorisation de l'engagement des étudiants au travers de ce conventionnement. Vraiment, l'engagement étudiant, pour nous, c'est un levier aussi qui participe à ces notions d'intégration. On aura peut-être l'occasion dans ces journées de souligner d'autres exemples de mobilisation de notre communauté étudiante. Alors, la particularité des JDRH, c'est de croiser les points de vue. Et un élément important, c'est cette co-construction avec le ministère des thèmes qui sont abordés. Et donc, je vais inviter Monsieur Christophe Castel à rejoindre le pupitre pour donner le point de vue de la DGZIP et de la sous-direction vie étudiante sur cette question qui nous préoccupe. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame l'adjointe au maire, Monsieur le Président sortant d'Apache, Monsieur le Président entrant d'Apache, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier bien évidemment l'Université Rennes 1 de son engagement et de son organisation de ces nouvelles journées de JNRH. Engagement et organisation qui vient encore une fois manifester la longue tradition de travail de cette université sur la situation des étudiants en situation de handicap. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, depuis 1993, cette université s'est engagée à formaliser une action dans ce domaine, et elle reste toujours aussi innovante grâce à votre action en Inde et à celle de Rosem. C'est cette organisation, encore une fois c'est important, mais comme vous venez de le dire,
la question, c'est aussi la co-organisation. Voilà. C'est un point qui est particulièrement important, c'est JNRH. Ce n'est pas une simple réunion de réseau, c'est quelque chose qui est co-construit par nous tous, et notamment par la DGCIP. Et sur ce point, je voulais tout d'abord vous prier de bien vouloir excuser Fabienne Corr, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui pour des raisons de santé. Ceux qui la connaissent savent à quel point elle est engagée dans votre travail, dans ces JNRH, et que c'est bien évidemment un regret qu'elle ne peut pas être parmi nous. Néanmoins, la DGCIP restera bien sûr très présente lors de ces 2 jours, avec notamment la présence de Sika Yamajako, qui est parmi nous, voilà, se présente, qui depuis 4 mois maintenant a rejoint la sous-direction en tant que chargée d'études auprès de Fabienne, et donc qui vient renforcer notre force de frappe sur ces sujets. Vous la connaissiez, Sika, parce qu'il y a encore quelques temps, elle était au JNRH, mais de l'autre côté, au titre du CNAM. Et d'ailleurs, Sika co-animera demain, je crois, une des tables rondes sur la table ronde de l'après-midi. Non, c'est aujourd'hui, sur cette table ronde de cet après-midi. Par son engagement, encore une fois, constant sur ces JNRH, la DGCIP tient à manifester l'importance et la spécificité de ce dispositif. En effet, cette co-construction est majeure, pas seulement des JNRH, mais plus largement de tout cet engagement et de ces politiques en faveur des étudiants en situation de handicap. Nous croyons fermement que face à des situations de handicap qui se diversifient, qui quantitativement aussi deviennent de plus en plus importantes, c'est vous, acteurs de terrain, quelle que soit votre position en tant que président d'établissement, en tant que responsable de la question de l'accompagnement des étudiants handicapés dans les universités, en tant qu'associatif, qui êtes confronté à ces problèmes et y trouver des solutions et des solutions innovantes. Et donc c'est à partir, pour nous, en tout cas nous y croyons très fort à la DGCIP, c'est à partir de ce travail de terrain que nous pourrons trouver des solutions localement innovantes, pertinentes, et qu'à partir de là, la DGCIP pourra intervenir, faciliter leur essaimage, leur développement et les appuyer au niveau interministériel, parce que c'est une dimension particulièrement importante, faire en sorte que ce qui est fait localement trouve un écho à tous les niveaux, un écho bien évidemment financier, mais aussi une reconnaissance dans les différents ministères qui peuvent être intéressés par ce sujet, de façon à vous conforter dans votre action. Ces moments dans ces JNRH sont donc un moment précieux de réflexion et de partage pour toujours plus et mieux agir en faveur des jeunes en situation de handicap et parvenir, comme l'évoquait Monsieur le Président, à un enseignement supérieur inclusif. Si le défi est majeur, considérable, vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes au quotidien confrontés à ces situations, je crois qu'il est pertinent de ne pas oublier ce qui a déjà été réalisé et l'importance de ce qui est vos réussites. En effet, les étudiants en situation de handicap sont toujours plus nombreux dans l'enseignement supérieur. Les premiers résultats de l'enquête de recensement pour l'année 2016-2017, dont nous finalisons actuellement l'exploitation et qui vous seront mis à disposition par la suite, sont très clairs. L'augmentation du nombre d'étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur ne cesse d'augmenter, enfin ne cesse de se renforcer d'année en année. Ainsi, nous sommes à 26 000 étudiants en situation de handicap pour l'année 2016-2017. Cela traduit une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. Encore une fois, comme vous l'avez dit, Madame l'adjointe au maire, si les chiffres ne peuvent épuiser la complexité du réel, et surtout sur une question aussi humaine, je crois quand même qu'il est important de remettre quelques ordres de grandeur sur ce qui est le résultat aussi de votre travail. Parce que depuis 2005, si on met bout à bout toutes ces évolutions, on est à plus d'un triplement du nombre d'étudiants en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose de majeur, vraiment, avec une augmentation moyenne de 12%, voire 13% par an. Au-delà de cet enjeu purement quantitatif, je crois qu'il est aussi important de souligner ce qui a été déjà évoqué, à savoir, sur le plan qualitatif, une diversification des types de handicap pris en charge. En effet, traditionnellement, historiquement, les troubles et handicaps les plus souvent pris en charge étaient ceux liés aux troubles moteurs. Ils continuent à représenter 19% des étudiants en situation de handicap. Néanmoins, on voit une forte tendance à l'émergence de nouveaux troubles qui sont ceux
de la parole, des troubles du langage, qui représentent aujourd'hui 23% des étudiants en situation de handicap. Ça représente en nombre d'étudiants une augmentation de 14, facteur 14 d'augmentation depuis 2005. C'est absolument considérable. C'est donc le premier cas de handicap que l'on retrouve parmi les étudiants. L'autre tendance majeure, la percée qui est assez récente mais très très forte, c'est celle des troubles psychiques. Les étudiants présentant un handicap psychique représentent 14% des étudiants en situation de handicap. Là aussi, augmentation d'un facteur 5 depuis 2005. C'est encore une fois un enjeu majeur, parce que derrière ces troubles du langage, derrière ce handicap psychique, on sait que se cachent des réalités très différentes les unes des autres. Ce sont des familles qui regroupent des situations et donc des besoins très variables. On a donc sur le plan qualitatif un défi à relever. Par ailleurs, une des évolutions importantes, et là aussi assez positive, même si on ne peut que déplorer qu'elle soit lente, c'est la lente convergence, mais réelle convergence des cursus des étudiants en situation de handicap par rapport à ceux de la population totale. Les étudiants en situation de handicap sont à 93% à l'université. Ils se concentrent bien évidemment en licence, quelque chose d'assez classique, tendance très lourde. Néanmoins, et c'est pour nous un point particulièrement important, on constate une réduction de l'écart de la répartition des étudiants en situation de handicap dans les différents cycles par rapport à la population totale. C'est quelque chose pour nous de fondamental, encore une fois, et ça renvoie à des questions d'orientation dans l'enseignement supérieur, d'accompagnement et aussi d'insertion professionnelle par la suite. Ça, c'est un point très positif, c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop lent. Il faudrait que nous travaillions beaucoup sur ce sujet, on en reparlera. Ce résultat, il est le fruit de l'investissement des établissements, mais il est aussi, surtout, le fruit de votre investissement et de votre travail au quotidien. Je crois qu'aussi utile de rappeler quelques évolutions récentes. Ainsi, cette année, nous comptons 38 des 69 universités qui ont répondu à l'enquête, qui ont adopté un schéma de directeur handicap. 38 sur 69 universités répondantes. Pour mémoire, en 2014, il n'y avait que 2 universités ayant adopté un schéma directeur handicap. En 2016, elles étaient 25. Par ailleurs, en 2018, 18 autres universités nous ont annoncé qu'elles auraient adopté leur schéma directeur. Vous voyez, on va arriver vraiment sur une généralisation. C'est une généralisation, en tout cas, un basculement. Plus de la moitié des universités auront développer ce schéma directeur handicap. C'est un point particulièrement important. C'est ce qui explique aussi l'autre point important qui traduit l'engagement de tous en faveur des handicapés, c'est que nous avons 75% des étudiants en situation de handicap qui bénéficient d'un plan d'accompagnement pour le suivi de leurs études. Vous le voyez, si les progrès sont considérables, le chemin à parcourir reste tout de même très important. Et dans ce cadre, je crois que les tables rondes de ces JNRH sont particulièrement bien trouvées et nous renvoient à des problématiques majeures sur lesquelles il va falloir travailler durement pendant les années qui viennent. La première d'entre elles, vous le savez, c'est la question de l'orientation. Point vraiment crucial. Comment orienter, et notamment, et c'est le thème de la table ronde, comment orienter les lycéens en situation de handicap vers l'enseignement supérieur. Sur ce point, la DGCIP anime un groupe de travail depuis 2017. Elle mobilise à ce titre les conférences d'établissements, l'ONICEP, des associations comme la Courroie, Apache et Droit au Savoir, la DGESCO et bien sûr le CNCPH. L'idée est de développer une réflexion de l'ensemble de ces partenaires sur les actions que nous allons pouvoir pour développer au niveau des ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce groupe de travail a abouti à un état des lieux en février qui va permettre maintenant d'engager une réflexion sur les actions concrètes à développer, chacun dans son domaine, mais de manière coordonnée. Et ça, encore une fois, c'est un point important. Coordination et co-construction sont des enjeux pour nous fondamentaux. Les défis, nous les connaissons tous, sont nombreux. Comment donner une meilleure visibilité aux interlocuteurs pertinents pour les futurs étudiants en situation de handicap? C'est un sujet pour les lycéens, parce que même si on parle de continuum, Bac-3, Bac+3, l'accès à l'enseignement supérieur est comme un moment de rupture, un moment crucial pour ces lycéens qui, bien évidemment,
peuvent se brider, peuvent se limiter s'ils ne parviennent pas à savoir à qui s'adresser dans l'enseignement supérieur pour que leur situation soit prise en compte. Point particulièrement important. Les autres axes sont notamment l'accompagnement des jeunes en situation de handicap dans l'élaboration de leurs projets personnels et professionnels, et ce, dès le lycée. Encore une fois, c'est lié à cette question de l'orientation et de ce continuum, de faire en sorte que du second degré à l'enseignement supérieur, les jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont encore plus besoin d'un accompagnement et d'une continuité, soient bien suivis. L'idée aussi est de mieux informer les acteurs de l'orientation sur les dispositifs existants. On s'en rend compte au quotidien, nous y travaillons dans le cadre notamment de Parcoursup. Il y a parfois un déficit de connaissances des professionnels de l'orientation, à commencer éventuellement par les professeurs principaux dans les écoles, dans les lycées, sur ce qu'est la possibilité d'accompagnement d'un jeune en situation de handicap. Et ça, informer, former l'ensemble des relais de l'orientation des jeunes sur la question du prise en compte et de l'accompagnement de la situation de handicap est fondamental. Enfin, et c'est lié à tout ce que nous avons déjà évoqué, la question est de mieux articuler les acteurs du secondaire et du supérieur pour favoriser la continuité des modalités d'accompagnement. On le sait sur des enjeux très concrets, de matériel notamment, il peut y avoir des écarts et des ruptures entre les dispositifs d'accompagnement mis en place dans le second degré qui ont donné satisfaction et ce qui se passe au moment du passage à l'enseignement supérieur. On sait que c'est un enjeu crucial. Nous y travaillons avec nos collègues parce que c'est sur des questions très opérationnelles, très concrètes de ce type, au-delà des déclarations des politiques et des plans, que là, on peut agir de manière utile en faveur des jeunes et de leur réussite dans l'enseignement supérieur. Au-delà de ce groupe de travail, vous le savez, l'année 2018 est marquée par le changement de l'outil de préinscription dans l'enseignement supérieur et l'arrivée de Parcoursup. Et se pose bien évidemment la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap dans Parcoursup. Ce sujet a été l'objet d'un certain nombre d'émotions que l'on peut bien évidemment comprendre. Je n'entrerai pas dans le détail parce qu'un certain nombre de points seront abordés, feront l'objet d'une communication ministérielle, mais je voulais que vous sachiez que cette question de l'accompagnement spécifique des jeunes en situation de handicap dans leur processus d'orientation et de préinscription dans l'enseignement supérieur va faire l'objet d'un cadrage réglementaire dans les jours qui viennent, avec pour objectif d'assurer à tous les jeunes en situation de handicap une procédure simple et s'appliquant sur tout le territoire pour être accompagnés dans ce moment crucial et pour pouvoir voir ses besoins spécifiques pris en compte. Cette politique, cet enjeu sera pris à 3 niveaux. Tout d'abord, c'est la possibilité pour les jeunes en situation de handicap de signaler leur situation dans Parcoursup via la rubrique « Éléments liés à ma scolarité ». Encore une fois, c'est une possibilité qui est offerte aux jeunes dans leur cadre de leur processus, et là ça dure jusqu'au 31 mars, de signaler qu'ils sont en situation de handicap, qu'éventuellement un accompagnement existe déjà à leur profit, qu'ils auraient besoin de tel ou tel aspect. C'est une possibilité qui est ouverte. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Le fait de l'avoir fait ou le fait de ne pas l'avoir fait, bien évidemment, ne préjugeant rien des droits de ces jeunes en situation de handicap. L'idée est de signaler, de permettre aux établissements d'accueil une situation particulière, de leur permettre de la prendre en compte dans leurs travaux et éventuellement déjà d'anticiper les besoins d'accueil. Au-delà de cette possibilité, les recteurs vont recevoir bientôt une instruction leur demandant de créer une équipe dédiée et pluridisciplinaire, dédiée à l'accueil et à l'information des lycéens en situation de handicap ainsi que leurs familles. L'idée est de faire émerger et de bien mettre en lumière l'existence d'un point de contact au sein des rectorats pour les jeunes et leurs familles dans le cadre de ce processus d'orientation. C'est de permettre d'avoir une cellule rassemblant des conseillers d'orientation, des professionnels de l'orientation, des professionnels des soins, la prise en compte du handicap, pour que les jeunes et leurs parents aient un point d'entrée et pour expliquer leur situation, leurs besoins, et qu'un premier travail puisse être réalisé. Par ailleurs, et c'est aussi dans la continuité de cette cellule qui devra être créée dans les semaines qui viennent, les recteurs
un cadrage réglementaire sera fait dans le cadre d'un décret qui devrait être présenté au Knesset en 17 avril. Un décret d'application de la loi orientation et réussite des étudiants sera pris, qui fixera les modalités du droit de saisine du recteur par les jeunes pour obtenir le réexamen de leur situation. C'est un point, une originalité, une nouveauté de la loi orientation et réussite des étudiants qui fait qu'un jeune, notamment pour les jeunes dans un certain nombre de cas, et bien sûr les jeunes en situation de handicap, qui à l'issue des premiers résultats de Parcoursup n'auraient pas obtenu de propositions d'inscription ou qui auraient obtenu des propositions d'inscription mais pas nécessairement celle qu'ils avaient demandée qui était la plus adaptée à leurs besoins, à leur situation, eh bien ces jeunes pourront, à partir du 22 mai, de saisir le recteur d'une demande de réexamen de leur situation. Encore une fois, l'idée est de permettre au recteur, qui aura avec l'équipe que j'évoquais précédemment, rassemblant professionnels de l'orientation, spécialistes des soins et surtout les établissements, de travailler à optimiser les propositions faites aux jeunes en situation de handicap, de leur trouver la réponse la plus adaptée à leurs besoins. L'idée n'est pas de faire que tout jeune en situation de handicap voit sa situation nécessairement revue et obtienne exactement ce qu'il veut, mais l'idée, c'est de pouvoir répondre quand un besoin spécifique apparaît, quand une inscription dans un établissement qui a été obtenu dans le cadre de Parcoursup n'apparaît pas comme la meilleure des solutions et qu'en fait, en discutant avec l'établissement qui serait le plus pertinent, on comprend que ça peut se débloquer, c'est de trouver une solution très concrète. Et accessoirement, entre guillemets, un point particulièrement important, un changement important, c'est que dans le cadre-là, bien sûr, nous privilégierons le dialogue avec les établissements pour trouver une solution adaptée aux besoins du jeune, mais si besoin est, les recteurs pourront eux-mêmes procéder à l'inscription des jeunes dans ces formations. C'est un point qui est particulièrement important et encore une fois, vous voyez que c'est une prise en compte du besoin des jeunes en situation de handicap et une action très claire, très décidée. Encore une fois, on passe d'une situation où la prise en compte de l'handicap était plus faite de manière variable d'une académie à l'autre à une situation, un dispositif qui s'appliquera de manière harmonisée sur tout le territoire et qui donne un véritable levier de réponse et de solution aux problèmes qui se poseront. L'autre table de ronde que vous aurez renvoie aussi à un point que j'ai déjà évoqué sur la diversification des types de handicap auxquels nous sommes confrontés. C'est la question du handicap psychique, études et insertion professionnelle. Les échanges que vous aurez sur ce sujet sont cruciaux pour nous. En effet, on le voit, la place du handicap psychique ne cesse de croître. Derrière cette croissance, encore une fois, une grande diversité de situations se présente. Derrière cette diversité de situations, c'est aussi un besoin des réponses qui sont de plus en plus complexes à développer. Ça, c'est un véritable sujet. Donc, comment fait-on pour répondre à cette évolution? Et ça, c'est sur la base de vos expériences, de vos retours, de vos questionnements que je crois que nous avons beaucoup à construire. La question de la santé mentale est aussi une préoccupation au niveau de la stratégie nationale de santé. C'est un point particulièrement important. Vos travaux trouveront à s'inscrire dans cette dynamique. Et au-delà de la question du handicap, il faut voir que la question de la santé mentale et du psychisme des étudiants est pour nous un enjeu majeur. Quand on regarde les enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante, on se rend compte que sur le volet santé, sans même parler de handicap avéré, la question du stress et du mal-être est quelque chose qui est de plus en plus fort. C'est le premier problème qui remonte de la part des jeunes étudiants, des étudiants dans leur vision de leur situation de santé. Et ça, pour nous, c'est un sujet important, parce que l'on l'a vu aussi, on le voit dans les études, le passage dans l'enseignement supérieur correspond à une phase d'évolution dans la vie, une phase d'autonomisation des jeunes, une phase de crise, des défis à relever, des changements majeurs, que certains jeunes, parfois fragiles, n'arrivent plus à gérer. Et c'est à ce moment-là que certains basculent du trouble plus ou moins bien géré vers le véritable handicap. Et donc là, on a un véritable sujet, avant même qu'on soit dans la situation de handicap avéré. Tous les travaux, toutes les pistes que vous pourrez soulever sur ce traitement de l'handicap, sur détection du handicap psychique, cette détection, son traitement, sont importants pour nous et devront être utilisés
de manière plus générale pour tous les étudiants. Nous avons collectivement un véritable problème par rapport à la santé mentale des étudiants et au stress qu'ils peuvent ressentir. C'est un point sur lequel, pour la DGCIP, il y aura un engagement très fort en termes d'amélioration des politiques de santé avec tous les partenaires que sont bien sûr les établissements et au sein desquels les SUMS ont bien sûr un rôle particulièrement important. Dernière table ronde, là aussi, qui renvoie à un sujet qui est celui du développement de la place des étudiants handicapés dans tous les cursus, tout le long des cursus universitaires, c'est celle des doctorants en situation de handicap, leur insertion professionnelle notamment. Cette table ronde, qui est plus particulièrement organisée par la DGCIP, qui est celle de la DGCIP, se justifie au regard d'un constat très simple et navrant, entre guillemets. C'est que les campagnes de recrutement pour des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, par la voie contractuelle pour les enseignants-chercheurs, sont souvent infructueuses, alors que le nombre d'étudiants en situation de handicap, doctorants, augmente. Il y a là un constat d'échec. Pourquoi ? Il faut y répondre. Et si nous répondons à ce constat d'échec, c'est aussi une piste en termes d'insertion professionnelle qui est importante, et c'est aussi une légitimation d'un parcours long, de l'inscription dans un parcours long pour tous les étudiants en situation de handicap. Vous le voyez, les GNRH de cette année, comme tous les ans, vont porter sur des sujets très importants, cruciaux pour nous. Encore une fois, vous êtes à la croisée des chemins et vous êtes les acteurs du développement de cette politique du handicap qui a déjà porté beaucoup de fruits, mais qui reste pour nous tous, si j'ose dire, une ardente obligation, encore une fois, pour arriver à un enseignement supérieur inclusif et une société inclusive. Dans ce cadre, la DGCIP s'engage en tant que co-acteur, co-constructeur de ces GNRH, parce que nous avons cette conviction que j'ai déjà évoquée, c'est que c'est à partir de votre travail que nous pourrons construire des politiques, que nous pourrons appuyer, développer des politiques qui seront efficaces. On peut toujours travailler sur des plans ministériels, interministériels. Encore une fois, ces plans n'ont une chance d'être efficaces et appliqués que s'ils correspondent à une réalité du terrain, une réalité des acteurs. Et c'est pour cela que je vous remercie par avance de tout votre engagement au quotidien dans vos établissements, mais aussi dans ces moments de réflexion et d'échange que sont les JNRH, pour qu'ensemble nous puissions construire des politiques innovantes, parce qu'il y a un enjeu d'innovation, d'évolution, de réponse toujours au plus près des besoins des jeunes en situation de handicap pour favoriser leur développement et leur insertion. Je vous remercie. Je vous souhaite de bons échanges. Merci, monsieur le directeur, et en particulier en l'absence de Fabienne Corr, à qui je pense que nous tous nous envoyons tous nos voeux de bon rétablissement, d'avoir pris le temps de nous positionner cette vision nationale qui est quand même un des éléments importants des GNRH. Donc ce qu'on propose, c'est lorsque l'analyse de l'enquête nationale sera finalisée, qu'on puisse, en plus des canaux professionnels habituels, nous la relayer sur le site des GNRH 2018 pour qu'elle soit bien attachée à cette année-là. Les GNRH, voilà, croisement de points de vue. Le dernier point de vue, c'est celui du réseau professionnel. Hein. Et donc, je vais inviter Yves Cardellini à rejoindre le pupitre pour donner le point de vue de l'association Apache. Monsieur le Président de l'Université, Madame l'adjointe au maire, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'association Apache existe maintenant depuis 5 ans. Imaginée lors des Journées nationales du réseau handicap en 2012, cette association a été créée à l'automne 2013 à l'initiative de plusieurs acteurs attachés aux structures d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés de l'enseignement supérieur public. Elle regroupe aujourd'hui une petite centaine de membres, issus de 56 établissements et écoles publiques, ce qui nous permet d'avoir un panel bien représentatif des politiques menées dans l'enseignement supérieur. Les objectifs d'Apache sont définis en conformité avec les principes de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et ceux des chartes Université et Handicap de 2007 et de 2012. Dans ce cadre, son activité quotidienne, Apache, par la mobilisation et l'investissement de ses membres, contribue à l'amélioration de la réussite des étudiants handicapés
en renforçant d'une part la mise en réseau entre les établissements sur l'ensemble des sujets afférents à cette catégorie d'étudiants singuliers, et d'autre part en confortant également le dialogue et les collaborations entre instances de tutelle, services handicap des universités et dispositifs de terrain en charge de définir et de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement destinées aux étudiants handicapés. Apache a aussi été pensé et conçu comme un lieu d'échange, d'information, de formation pour ses adhérents, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des services dans les établissements. Ainsi, nous organisons 2 fois par an des regroupements afin d'échanger sur des problématiques choisies collectivement, la transition secondaire supérieure, le positionnement des structures handicap dans nos établissements, de créer des outils communs facilitant notre intervention au quotidien, comme notre foire aux questions. Les prochains regroupements sont d'ailleurs prévus les 12 et 13 juillet 2018 à l'Université Paris 5. Dès sa création, l'association a souhaité tisser des liens avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et plus particulièrement avec la DGCIP. En 5 ans, ces relations se sont développées et se sont consolidées, ce dont je me réjouis en ma qualité de président sortant et au nom de tous nos membres. C'est donc, vous l'avez compris, dans un esprit de co-construction que nous travaillons avec la DGCIP à l'organisation de formations sur des thématiques essentielles à l'exercice de nos fonctions, de nos missions au sein de nos établissements. Nous participons également à des instances et groupes de travail initiés par le ministère, notamment dans le cadre du comité interministériel du handicap ou du 4e plan autisme. Ces sollicitations sont de plus en plus nombreuses, ce qui met au défi Apache de s'organiser pour faire face, de s'organiser point de vue budget, point de vue temps disponible. À ces investissements, il convient d'ajouter la collaboration engagée entre le ministère, le HESS, Paris 8 et Apache pour la formation des personnels au-delà de nos adhérents, que ce soit les nouveaux afin de les accompagner dans leur prise de fonction ou, comme cette année, les responsables de structure et les chargés de mission handicap. Cette formation se déroulera cette année du 27 au 29 juin dans les locaux de l'EHESS qui nous accueillent chaque année. Bien sûr, une participation d'APAS dans l'organisation de ce qui nous réunit ces 2 jours à Rennes pour ces journées nationales annuelles du handicap en région. Le programme proposé reflète, à mon sens, assez bien cette implication active qui, je souhaite le rappeler, repose sur un engagement bénévole, souvent intense, débordant parfois sur la vie privée, lequel se rajoute à des fonctions professionnelles qui requièrent également un investissement lourd. Dans ce cadre, demain, nous avons souhaité aborder la question du parcours d'orientation des lycéens en situation de handicap vers l'enseignement supérieur. Cette question est essentielle pour l'ensemble des élèves de terminale. Elle revêt un caractère tout particulier et des enjeux majeurs pour les jeunes que nous accueillons et accompagnons dans nos services. Cette dynamique collective que je viens d'exposer en quelques mots a permis de consacrer la reconnaissance de notre association, plus particulièrement ces 2 dernières années, avec le soutien financier que le ministère nous a apporté. 10 000 € nous a été attribués en 2016 et en 2017. Je tiens à remercier les représentants de la DGCIP présents pour cette aide, qui est la bienvenue et sur laquelle nous comptons bien évidemment en 2018. Je tenais à conclure en exprimant mes plus vifs remerciements à Rosane et à toute son équipe, membres d'Apache, qui nous accueillent dans cette magnifique ville de Rennes. L'organisation de telles journées est un travail conséquent qui illustre l'état d'esprit d'Apache. Merci également à l'équipe de direction de l'établissement. Accueillir de telles journées, c'est une façon d'affirmer son engagement et la confiance en son équipe handicap. Excellente journée rennaise et je passe le relais donc à mon successeur, Patrick, fraîchement élu hier soir. Voilà, un petit peu. Merci à tous. Donc, je crois qu'on peut remercier à nouveau les différentes personnes qui ont pris la parole ce matin et pour clore cette partie introductive officielle et lancer les GNRH en tant que tel. Et voilà, merci à vous aussi pour votre attention. Je vais reprendre une casquette beaucoup plus organisatrice à ce niveau-là pour d'une part vous annoncer la pause café, mais aussi vous faire part de notre souhait d'enrichir au maximum le dialogue dans ces journées.
et d'essayer de trouver des moyens de support aux discussions, y compris pendant et en marge des tables rondes. Alors, c'est vrai que je voudrais d'abord donner un petit mot de sympathie vis-à-vis de nos collègues de La Rochelle qui nous ont passé le flambeau sur l'organisation. Je ne sais pas s'ils sont... voilà. Et c'est vrai qu'ils avaient mis la barre très très haut. Hein. Faire venir la mer au pied de la salle du Congrès, le soleil au-dessus. Nous, on a cherché évidemment à se démarquer et la patrénaise, c'est le numérique. Hein. Vous êtes ici dans un fleuron du numérique au service de la recherche et de l'enseignement. Ce téléamphi du pôle numérique Rennes-Beaulieu. Et comme vous avez certainement vu en amont de ces journées, on vous propose un outil qui est proposé par une entreprise partenaire de la Fondation Rennes 1 qui s'appelle Klaxoon, qui va vous permettre de réagir pendant les tables rondes, éventuellement de soumettre des questions sur lesquelles on pourrait éventuellement rebondir lors des discussions. On souhaite que ce soit un outil de support à vos échanges. Voilà, merci. Et pause café, Rosen, on revient...